Le regard de Claire se figea d'effroi lorsqu'elle découvrit son petit Théo, à peine âgé de 2 ans, la main tendue vers 2 immenses chevaux trempés qui semblaient le supplier d'ouvrir la porte du manoir. L'orage grondait violemment, mais ce haine était rien comparé au tourbillon de peur et d'incompréhension qui s'empara d'elle quand son fils murmura « Maman, Éclair et Étoile disent qu'ils vont mourir si on ne les laisse pas entrer. » Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. La lumière dorée de l'aube caressait les collines verdoyantes de Saint-Rémy de Provence, révélant progressivement la silhouette majestueuse du vieux manoir des Beaumont. Une légère brume matinale enveloppait encore les pâturages où Éclair, magnifique étalon à la robe noire comme la nuit, et sa petite pouliche Étoile, aux pattes blanches délicates, broutaient paisiblement. Le soleil de juin promettait une journée chaude, mais pour le moment, la fraîcheur apportait un répit bienvenu après des semaines de canicule inhabituelle dans cette région du sud de la France. À l'intérieur du manoir, le petit Théo Beaumont, âgé de seulement 2 ans, s'éveillait dans son lit décoré de motifs d'animaux de la ferme. Ses grands yeux bleus s'ouvrirent lentement, son regard encore embrumé par le sommeil. Ses boucles blondes ébouriffées lui donnaient l'air d'un petit ange. Théo était né avec une particularité que les médecins avaient qualifiée de « don exceptionnel ». Il semblait comprendre les animaux d'une façon que personne d'autre ne pouvait expliquer. « Théo, mon petit cœur, tu es réveillé ?» La voix douce de Claire, sa mère, résonna depuis le couloir. Claire Beaumont, une femme de 32 ans au visage fin encadré par des cheveux châtains, poussa doucement la porte. Veuve depuis que son mari, Antoine, capitaine de l'armée française, avait perdu la vie lors d'une mission en Afrique, elle avait décidé de quitter Paris pour revenir au manoir familial avec son fils. « C'est l'heure du petit déjeuner, mon trésor. » Théo tendit ses petits bras vers sa mère, babillant joyeusement. « Éclair !» Étoile. Ces 2 mots, les noms des chevaux, figuraient parmi les rares qu'il prononçait clairement, malgré son jeune âge. « Oui, mon chéri, nous irons voir Éclair et Étoile après le petit déjeuner, » sourit Claire en le soulevant dans ses bras. Elle ressentit cette familière pointe de mélancolie en voyant les yeux de son fils, identiques à ceux d'Antoine. Ces moments-là étaient à la fois précieux et douloureux. La cuisine du manoir était vaste et chaleureuse, mêlant le charme rustique provençal et des équipements modernes. Le grand-père de Théo, Marcel Beaumont, un homme robuste de 68 ans au visage buriné par des années passées sous le soleil méditerranéen, préparait déjà des crêpes, une tradition du samedi matin. « Ah, voilà mon petit cavalier !» s'exclama Marcel en voyant entrer Théo. « Tu as bien dormi, mon garçon ?» « J'ai vu Éclair ce matin, il semblait impatient de te voir. » Théo battit des mains avec excitation, faisant sourire sa mère et son grand-père. Le lien entre l'enfant et les chevaux S était développé presque instantanément après leur arrivée au manoir, 8 mois plus tôt. C était comme si Éclair, ce fier étalon qui ne tolérait habituellement que Marcel sur son dos, avait reconnu quelque chose de spécial chez le petit garçon. « Papa, tu ne devrais pas trop l'exciter avec les chevaux avant même qu'il ait mangé », le réprimanda gentiment Mathilde, la grand-mère de Théo, une femme élégante aux cheveux argentés, en entrant dans la cuisine avec un panier de œufs frais. « Bonjour, mon petit ange », ajouta-t-elle en embrassant Théo sur le front. Le petit déjeuner se déroula dans une ambiance joyeuse. Théo, barbouillant son visage de confiture de fraises faite maison, tout en racontant, dans son langage d'enfant, un rêve où il volait sur le dos de Éclair. Claire échangea un regard attendri avec ses beaux-parents. Ces moments de normalité étaient précieux après les mois de deuil qui avaient suivi la disparition d'Antoine. Après le repas, comme promis, Claire habilla Théo dans sa salopette préférée et ses petites bottes en caoutchouc jaune. Le petit garçon trépignait d'impatience. « Allons-y doucement »,
conseilla Marcel en prenant la main de son petit-fils. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Avec les chevaux, on ne court pas, on ne crie pas. Théo hocha solennellement la tête, imitant l'expression sérieuse de son grand-père. Ensemble, ils traversèrent la cour pavée du manoir vers les écuries situées à une 50aine de mètres. L'odeur familière du foin frais et des chevaux accueillit Théo, qui inspira profondément, un sourire illuminant son visage d'angelot. Éclair hennit doucement à leur approche, sa tête majestueuse dépassant de son box. À côté, dans un enclos plus spacieux, Étoile, la pouliche de 3 mois, gambadait avec elle énergie débordante de sa jeunesse. Sa robe baie luisait sous le soleil, et ses yeux vifs suivaient chaque mouvement de Théo. « Regarde comme ils sont heureux de te voir », murmura Marcel en soulevant Théo pour qu'il puisse caresser le museau d'Éclair. Le cheval, d'habitude si fier et parfois ombrageux, se montra doux comme un agneau, poussant délicatement sa tête contre la petite main de l'enfant. Ce que personne ne savait encore, c'est que cette journée ordinaire allait marquer le début d'une extraordinaire série d'événements qui changeraient à jamais la vie des habitants du manoir Beaumont. Les jours écoulaient paisiblement au manoir Beaumont, rythmés par les soins aux chevaux et les jeux de Théo dans les vastes jardins. Ce matin-là, cependant, le ciel était assombri, annonçant un orage inhabituel pour la saison. Marcel scrutait l'horizon avec inquiétude depuis la fenêtre de son bureau. « Les nuages arrivent du mont Ventoux », expliqua-t-il à Claire qui venait d'entrer. Théo sur ses talons. « Ça pourrait être violent. J'ai déjà rentré les moutons, mais je m'inquiète pour Éclair et Étoile. L'écurie a une vieille toiture que je n'ai pas encore eu le temps de réparer. » Claire hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Où pouvons-nous les mettre ? » « La grange est pleine de foin nouveau. La remise près du potager pourrait convenir, » suggéra Marcel. « Elle est solide, même si elle n'a pas été utilisée pour des animaux depuis longtemps. » Théo, bien que trop jeune pour saisir pleinement la conversation, percevait l'inquiétude dans la voix de son grand-père. Il tira sur la manche de Claire, ses grands yeux bleus remplis d'une compréhension qui dépassait son âge. « Et Claire ? Étoile ?» demanda-t-il, son ton reflétant son inquiétude. Claire s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Oui, mon chéri, nous allons nous occuper de Éclair et de Étoile. Ne t'inquiète pas. » Un grondement de tonnerre au loin fit sursauter l'enfant. Claire le serra contre elle, sentant son petit cœur battre rapidement. « Je vais chercher les chevaux maintenant, » décida Marcel en enfilant son imperméable. « Claire, aide Mathilde à préparer la remise. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Dehors, le vent commençait à se lever, agitant violemment les branches des vieux platanes qui bordaient l'allée principale. Marcel traversa rapidement la cour, suivi par Claire qui portait Théo, bien emmitouflé dans un ciré jaune vif. Malgré les protestations de sa mère, l'enfant avait insisté pour accompagner son grand-père, refusant catégoriquement de rester à l'intérieur. Lorsqu'ils atteignirent l'écurie, Éclair montrait déjà des signes d'agitation, sentant l'orage approcher. La grande porte en bois grinça sous la force du vent quand Marcel l'ouvrit complètement. « Là, mon beau, tout va bien », murmura-t-il en approchant de l'étalon avec une longe. À la surprise de Claire, Éclair, habituellement docile avec Marcel, recula en secouant sa tête, refusant le licol. Ses yeux, habituellement calmes, reflétaient une peur instinctive. Dans son enclos, Étoile trottait nerveusement, poussant de petits hennissements inquiets. « Je ne comprends pas, » dit Marcel, frustré. « Il n'a jamais agi ainsi, même pendant les pires orages. » C'est alors que Théo se tortilla dans les bras de sa mère, indiquant qu'il voulait descendre. Claire hésita, mais quelque chose dans le regard déterminé de son fils la convainquit de le poser au sol, tout en gardant fermement sa petite main dans la sienne. « Attends, Théo », commença-t-elle. Mais l'enfant se libéra et s'avança vers Éclair d'un pas étonnamment assuré. Marcel voulut intervenir, craignant que l'étalon agité ne blesse accidentellement le petit garçon, mais Claire le retint. « Regardez,
chuchota-t-elle. Devant leurs yeux étonnés, Éclair cessa immédiatement de s'agiter à l'approche de Théo. L'imposant cheval baissa sa tête majestueuse, soufflant doucement sur les boucles blondes de l'enfant. Théo posa sa petite main sur le museau du cheval, murmurant des mots incompréhensibles, comme s'il partageait un secret. « C'est incroyable », murmura Marcel. « On dirait qu'ils communiquent. » Après ce moment de calme, Théo se tourna vers les adultes et pointa du doigt la sortie de l'écurie, puis le manoir. « Maison », dit-il clairement. « Éclair, étoile, maison ». Claire et Marcel échangèrent un regard perplexe. « Il veut que nous les amenions au manoir ?» demanda Claire, incrédule. « C'est impossible », répondit Marcel. « Ils ne peuvent pas entrer dans la maison, c'est... » Un éclair déchira le ciel, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. La pluie commença à tomber, d'abord en grosses gouttes éparses, puis rapidement en un rideau dense. À travers le vacarme, ils entendirent un craquement sinistre venant du toit de l'écurie. « La charpente !» cria Marcel. « Elle ne tiendra pas !»« Nous devons les sortir maintenant !» Sans hésitation, il attrapa la crinière d'Éclair, qui, étonnamment, se laissa guider sans résistance, suivant docilement Théo qui marchait devant. Claire se précipita vers l'enclos de Étoile et ouvrit la porte. La pouliche, tremblante de peur, hésita jusqu'à ce que Théo l'appelle par son nom. Comme répondant à un ordre silencieux, elle trottina vers l'enfant. Sous la pluie battante, le petit groupe quitta précipitamment l'écurie. À peine avait-il atteint la cour qu'un craquement terrible retentit derrière eux. Une large section du toit de l'écurie venait de s'effondrer sous le poids de l'eau, exactement à l'endroit où se trouvaient les boxes d'Éclair et d'Étoile quelques instants plus tôt. Trempés jusqu'aux os, ils se dirigèrent vers la remise, mais Théo tira fermement la main de sa mère vers le manoir. « Maison !» insista-t-il, les larmes se mêlant à la pluie sur son petit visage. « Éclair, étoile maison !» Claire regarda son père, désemparé. La tempête s'intensifiait et la remise semblait soudain bien loin. Une décision devait être prise, et vite. « C'est de la folie !» s'exclama Mathilde lorsqu'elle ouvrit la porte principale et découvrit sa famille trempée, accompagnée des 2 chevaux qui se tenaient docilement derrière Théo. « Vous ne pouvez pas faire entrer des chevaux dans le manoir !» Un nouvel éclair illumina le ciel, suivi d'un coup de tonnerre si puissant que les vitres du manoir tremblèrent. Étoile sursauta, poussant un hennissement apeuré, tandis qu'Éclair frappa nerveusement le sol de son sabot. « La remise est trop loin, Mathilde !» expliqua Marcel, l'eau ruisselant de son visage. « Et l'écurie vient de s'effondrer. Nous n'avons pas le choix. » Claire, tenant fermement Théo contre elle, ajouta « Ce sera juste pour quelques heures, le temps que l'orage passe. Nous pouvons les mettre dans le vieux salon d'été. Il n'est plus utilisé depuis des années et il a des porte-fenêtres qui donnent directement sur la terrasse. » Mathilde hésita, visiblement partagée entre son sens pratique qui lui disait que des chevaux n'avaient rien à faire dans une maison et son cœur qui ne pouvait ignorer la détresse des animaux et l'urgence de la situation. « Mamie, s'il te plaît, » dit Théo, tendant ses petits bras vers sa grand-mère, ses yeux bleus implorants. Éclair et Étoile ont peur. Quelque chose dans le regard de son petit-fils toucha profondément Mathilde. Ce haine n'était pas seulement la supplication innocente d'un enfant. Il y avait une compréhension, une connexion avec les animaux qui dépassait ce qu'on pouvait attendre d'un enfant de 2 ans. « Très bien », céda-t-elle finalement avec un soupir, « mais uniquement dans le salon d'été et vous nettoierez tout après. » Marcel acquiesça avec soulagement. « Merci, ma chérie, je te promets qu'ils se comporteront bien. » Guidant prudemment les chevaux, ils contournèrent la maison pour accéder directement au salon d'été par la terrasse. Cette pièce spacieuse, autrefois utilisée pour les réceptions estivales, avait été délaissée depuis des années. Ses grandes porte-fenêtres et son sol en pierre la rendaient idéale pour accueillir temporairement les animaux.
Une fois à l'intérieur, Claire alluma les vieilles lampes, révélant un espace poussiéreux mais sec. Marcel et elle improvisèrent rapidement un espace confortable pour les chevaux, étalant des couvertures usées sur le sol et apportant quelques bottes de foin de la réserve située sous l'auvent de la terrasse. Pendant ce temps, Théo S. était assis au milieu de la pièce, observant les chevaux avec une intensité inhabituelle. Éclair et Étoile, qui auraient normalement dû être nerveux dans un environnement aussi étrange, semblaient étonnamment calmes en présence de l'enfant. « Je n'ai jamais vu ça », murmura Marcel à Claire. « C'est comme s'ils comprenaient que nous essayons de les aider. » Claire hocha la tête, regardant son fils avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. « Ce n'est pas la première fois que je remarque quelque chose de spécial. » Entre Théo et les animaux. La semaine dernière, je l'ai trouvé dans le jardin, entouré d'oiseaux qui mangeaient tranquillement dans sa main. Ils se sont envolés dès qu'ils m'ont vu. Mathilde, qui venait d'entrer avec des serviettes sèches et des vêtements propres pour Théo, avait entendu leur conversation. Antoine aussi avait ce don, dit-elle doucement. Quand il était petit, les animaux venaient naturellement à lui. Marcel et moi pensions que était juste une coïncidence, mais peut-être, elle s'interrompit, ne sachant pas comment exprimer cette idée qui semblait si irrationnelle. Comment expliquer que son petit-fils semblait capable de communiquer avec les animaux d'une façon que les adultes ne pouvaient comprendre? Théo, inconscient de la conversation des adultes, était levé et approché d'Étoile. La pouliche, malgré sa jeunesse et sa nervosité habituelle, baissa la tête pour permettre à l'enfant de caresser son museau. Éclair, comme s'il montrait l'exemple, était couché sur les couvertures, son corps massif parfaitement immobile. « Il faut changer Théo, avant qu'il n'attrape froid, » dit Claire, sortant de sa contemplation. Elle s'approcha pour prendre son fils, mais s'arrêta net en entendant ce qu'il murmurait. « N'aie pas peur, Étoile !» disait Théo, sa petite main caressant le front de la pouliche. « Théo protège, maison sûre. » Ces mots, prononcés avec une clarté inhabituelle pour un enfant de son âge, résonnèrent étrangement dans la pièce. Claire échangea un regard avec ses beaux-parents, tous trois partageant le même sentiment d'assister à quelque chose d'inexplicable. L'orage continuait de gronder à l'extérieur, mais dans le salon d'été, une étrange tranquillité était installée. Éclair et Étoile, normalement si vifs et parfois imprévisibles, semblaient avoir compris qu'ils devaient se comporter calmement dans cet espace inhabituel. « Viens, mon chéri », dit finalement Claire, prenant doucement Théo dans ses bras. « Il faut te sécher et te changer. » À la surprise de tous, Théo ne protesta pas, se contentant de faire un petit signe de la main aux chevaux. « À tout à l'heure » dit-il, comme s'il leur donnait rendez-vous. Tandis que Claire emmenait son fils à l'étage, Marcel et Mathilde restèrent un moment à observer les chevaux, toujours stupéfaits par ce qu'ils venaient de voir. « Et tu te souviens de cette vieille légende que racontait ton père ?» demanda soudain Mathilde à Marcel. « Celle sur l'enfant qui parlait aux animaux ?» Marcel fronça les sourcils, fouillant dans ses souvenirs. La légende du petit berger de Saint-Rémy, celle qui disait qu'un enfant né avec le don pouvait comprendre le langage des bêtes et les protéger du malheur, compléta Mathilde. Ton père disait que cela se produisait une fois par génération dans certaines familles de la région. Marcel secoua la tête, incrédule. Ce ne sont que des histoires, Mathilde. Des contes que l'on raconte aux enfants. Peut-être, concéda-t-elle. Mais après ce que nous venons de voir, ils regardèrent Éclair et Étoile, paisiblement installés dans ce qui était devenu leur refuge temporaire, puis levèrent les yeux vers le plafond, pensant à leur petit-fils qui, sans le savoir, venait peut-être de réveiller une très ancienne magie. À l'étage, Claire séchait les cheveux bouclés de Théo, perdu dans ses pensées. Son fils gazouillait joyeusement, visiblement satisfait d'avoir pu aider ses amis équins. Elle se demandait ce qu'Antoine aurait pensé de tout cela, lui qui avait toujours cru que leur fils était destiné à quelque chose de spécial.
La tempête s'intensifiait à l'extérieur, la pluie frappant violemment contre les vitres du manoir. Des éclairs zébraient le ciel à intervalles réguliers, suivis de grondements de tonnerre qui semblaient de faire trembler les murs centenaires. Dans la cuisine, Mathilde préparait du chocolat chaud, tandis que Marcel consultait la météo sur sa tablette, le front soucieux. « Ça ne s'arrange pas », dit-il en montrant l'écran à sa femme. La dépression s'est installée au-dessus de la région. Il prévoit que ça va durer toute la nuit. Mathilde soupira en versant le chocolat fumant dans des tasses. Ces pauvres bêtes vont devoir passer la nuit ici, alors. Marcel acquiesça. Je ne vois pas d'autre solution. Heureusement, le salon D est assez grand pour qu'il puisse s'y mouvoir confortablement. Claire entra dans la cuisine, portant Théo qui avait été changé et séché. L'enfant semblait inhabituellement calme, presque solennel. « Comment vont nos invités spéciaux ?» demanda Marcel, en ébouriffant affectueusement les cheveux de son petit-fils. « Ils se sont installés, » répondit Claire. « C'est incroyable comme ils semblent, à l'aise. J'ai vérifié il y a quelques minutes, et Éclair S était couché sur les couvertures, pendant qu'Étoile grignotait tranquillement le foin. » Mathilde tendit une tasse de chocolat à Claire et une plus petite, à moitié remplie et refroidie, à Théo. « Je n'aurais jamais cru possible qu'un cheval puisse se comporter de façon si civilisée dans une maison. Éclair et Étoile sont gentils, » déclara Théo avec une assurance surprenante pour son âge. Ils ont dit merci. Les trois adultes échangèrent des regards. Ce N n'était pas la première fois que Théo parlait, comme si les animaux lui avaient effectivement communiqué quelque chose, mais chaque occurrence restait troublante. « Ils t'ont dit merci, mon chéri ?» demanda doucement Claire, essayant de ne pas montrer son étonnement. Théo hocha la tête avec sérieux. « Oui, et Claire a dit merci pour la maison chaude, et toi la peur du tonnerre. Elle est encore bébé. » Un silence suivit cette déclaration. Ce n'étaient pas seulement les mots qui étaient surprenants, mais la structure de phrase, bien plus élaborée que ce que Théo utilisait habituellement. Marcel se racla la gorge. « Claire, quand Antoine était petit, est-ce qu'il t'a déjà parlé de situations particulières avec des animaux ?» Claire hésita. « Il m'a raconté quelques anecdotes de son enfance. Oui, comment il avait aidé un renard blessé que tout le monde craignait d'approcher, ou comment il avait su qu'une jument allait mettre bas avant même le vétérinaire. Mais j'ai toujours pensé qu'il s'agissait simplement d'une sensibilité particulière, d'une affinité naturelle. C était plus que ça, intervint Mathilde, s'asseyant à table avec sa propre tasse. Antoine avait un don que nous n'avons jamais vraiment compris et qu'il a en partie perdu en grandissant, mais quand il était petit, il était exactement comme Théo. Un éclair particulièrement violent illumina la cuisine, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent, plongeant la pièce dans l'obscurité. « Et voilà !» soupira Marcel. La ligne électrique a dû être touchée. Théo ne semblait pas effrayé par l'obscurité soudaine. Au contraire, il se tortilla pour descendre des genoux de sa mère. « Éclair et Étoile ont peur », dit-il avec urgence. « Je dois y aller. » Avant que Claire ne puisse le retenir, il avait déjà sauté au sol et se dirigeait vers la porte de la cuisine, guidé par la faible lueur des éclairs qui traversaient les fenêtres. « Théo, attends !» Claire se leva précipitamment, renversant presque sa tasse. « Il fait trop noir, tu vas te faire mal !» Marcel attrapa une lampe torche dans un tiroir et l'alluma. « Je vais avec lui. » « Ne t'inquiète pas, Claire. » Guidés par le faisceau de la lampe, Marcel et Théo traversèrent le couloir menant au salon des Été. Des bruits inquiétants de sabots frappant le sol leur parvenaient à travers la porte fermée. « Doucement, Théo !» avertit Marcel en posant une main sur l'épaule de son petit-fils. « Les chevaux sont peut-être agités à cause de l'orage. Nous devons être prudents. » Mais Théo ne semblait pas du tout inquiet. Il ouvrit la porte sans hésitation et entra dans la pièce, plongée dans l'obscurité.
Marcel dirigea le faisceau de sa lampe vers les chevaux et fut stupéfait par ce qu'il vit. Éclair, visiblement nerveux, se cabrait légèrement, ses sabots frappant le sol en pierre. Étoile, tremblante, s'était réfugiée dans un coin, ses grands yeux reflétant la peur. Mais dès que Théo apparut, un changement remarquable se produisit. « Là, » dit doucement l'enfant en s'approchant de Éclair. « Pas peur, Théo est là. » À la stupéfaction de Marcel, l'imposant étalon cessa immédiatement de s'agiter. Il baissa sa tête massive vers l'enfant, soufflant doucement sur ses boucles blondes. Théo tendit ses petites mains et caressa le museau du cheval avec une assurance déconcertante. Puis, sans hésitation, il se dirigea vers Étoile, qui sortit timidement de son coin pour venir à sa rencontre. « Viens, Étoile, » murmura-t-il. « Viens avec Éclair, ensemble, pas peur. » Marcel observait, bouche bée, tandis que son petit-fils guidait la pouliche vers l'étalon. Les deux chevaux se placèrent côte à côte, comme s'ils avaient compris les instructions de l'enfant. Théo se tourna alors vers son grand-père. « Papy, tu peux chanter la chanson d'Étoile, celle que tu chantes pour les chevaux qui ont peur ?» Marcel cligna des yeux, surpris. Il avait effectivement l'habitude de fredonner une vieille berceuse provençale pour calmer les chevaux nerveux. Mais il ne l'avait jamais chantée en présence de Théo. Du moins, pas à sa connaissance. « Comment connais-tu cette chanson, Théo ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. « Éclair me l'a dit », répondit simplement l'enfant. « Il dit que ça aide les chevaux à se sentir en sécurité. » Dans le faisceau de la lampe torche, le visage de Théo semblait presque lumineux, ses yeux bleus reflétant une sagesse qui n'appartenait pas à un enfant de 2 ans. Marcel sentit un frisson parcourir son échine, non pas de peur, mais de émerveillement face à l'inexplicable. Claire et Mathilde apparurent à la porte, portant des bougies qui baignaient maintenant la pièce d'une lueur douce et vacillante. Elles s'arrêtèrent, observant la scène surréaliste devant elles. Un petit garçon debout, entre 2 chevaux parfaitement calmes, au milieu d'une tempête qui faisait rage à l'extérieur. « Marcel, » chuchota Mathilde, « la légende disait aussi que l'enfant au don protégerait les animaux pendant la nuit des éléments déchaînés. » Marcel hocha lentement la tête, commençant à se demander si ces vieilles histoires, qu'il avait toujours considérées comme de simples superstitions, ne contenaient pas, après tout, une part de vérité. Vers minuit, la tempête sembla s'apaiser légèrement. La pluie continuait de tomber, mais les éclaireurs s'étaient raréfiés et le tonnerre grondait maintenant au loin. Dans le salon d'été transformé en écurie improvisée, Claire avait installé un petit matelas pour Théo, qui avait catégoriquement refusé de dormir dans sa chambre, loin de ses amis équins. L'enfant S était finalement endormi, blotti contre le flanc de Éclair, qui S était couché près de lui, comme un gardien vigilant. Étoile, allongée non loin, somnolait paisiblement. Cette scène, éclairée par la lueur douce des bougies, avait quelque chose d'irréel, presque mystique. Claire, assise sur une chaise à proximité, veillait sur son fils. Elle ne pouvait s'empêcher de prendre des photos avec son téléphone, sachant que personne ne croirait une telle histoire sans preuve visuelle. Marcel entra silencieusement dans la pièce, portant 2 tasses de tisane fumante. Il entendit une à Claire et s'assit près d'elle. « Comment va notre petit prodige ?» chuchota-t-il. « Il dort profondément. » répondit Claire sur le même ton. « C'est incroyable, n'est-ce pas? Et Claire ne laisserait jamais personne d'autre s'approcher de lui comme ça, encore moins s'endormir contre lui. » Marcel hocha la tête, contemplant son petit-fils avec une expression mêlant tendresse et perplexité. « Tu sais, » commença-t-il après un moment, « cette légende dont parlait Mathilde, je crois qu'il est temps que je te la raconte complètement. » Claire se tourna vers lui, attentive. Les légendes locales l'avaient toujours fascinée, mais celle-ci avait pris une toute nouvelle dimension avec les événements de la journée. « La légende remonte à plusieurs siècles », expliqua Marcel.
On raconte qu'à l'époque où les loups parcouraient encore les montagnes de Provence, un petit berger du nom de Lucien sauva tout un village d'une catastrophe. Ce garçon, qui n'avait que 7 ans, avait la capacité de comprendre et de se faire comprendre des animaux. Il fit une pause, buvant une gorgée de tisane avant de continuer. Un hiver particulièrement rigoureux, une meute de loups affamés descendit vers le village. Les hommes s'armèrent, prêts à défendre leurs familles et leur bétail. Mais le petit Lucien s'avança seul vers la meute, ignorant les cris désespérés de ses parents. À la stupéfaction de tous, les loups ne l'attaquèrent pas. Au contraire, ils s'assirent autour de lui comme pour l'écouter. Claire regardait alternativement Marcel et son fils endormis, fascinée par ce récit qui résonnait étrangement avec la situation présente. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda-t-elle, captivée. Lucien revint vers le village et expliqua que les loups étaient simplement affamés car un éboulement avait bloqué leur territoire de chasse habituel. Il guida les villageois vers cet éboulement qu'ils dégagèrent ensemble. Les loups retrouvèrent leur terrain de chasse et n'attaquèrent jamais le village ni ses troupeaux. Marcel posa sa tasse et regarda Théo avec une expression pensive. Depuis cette époque, selon la légende, un enfant naît occasionnellement avec ce même don dans la région. Toujours dans des familles ayant un lien fort avec la terre et les animaux. Ces enfants sont appelés les parleurs de bêtes. Et vous pensez que Théo pourrait être l'un d'eux ? Demanda Claire, sa voix trahissant un mélange de scepticisme et de émerveillement. Je ne sais pas quoi penser, admit Marcel. Moi, j'ai toujours considéré cette histoire comme un simple conte pour enfants. Mais après ce que nous avons vu aujourd'hui... Il laissa sa phrase en suspens, son regard fixé sur la scène extraordinaire devant eux. Un bruit soudain les fit sursauter. Quelque chose semblait gratter à l'une des portes-fenêtres donnant sur la terrasse. Claire et Marcel échangèrent un regard alarmé. « Je vais voir », murmura Marcel en se levant, prenant une lampe torche. Il s'approcha prudemment de la fenêtre et dirigea le faisceau lumineux vers l'extérieur. Ce qu'il vit le figea sur place. « Claire », appela-t-il doucement, « viens voir ça ». Claire le rejoignit et étouffa une exclamation de surprise. De l'autre côté de la vitre se tenaient plusieurs animaux, un renard trempé, 2 lapins blottis l'un contre l'autre, et même un jeune sanglier. Tous regardaient à l'intérieur, comme s'ils cherchaient refuge. « Mon Dieu !» souffla Claire. « On dirait qu'ils cherchent à entrer. » « Exactement comme Éclair et Étoile plus tôt » murmura Marcel, incrédule. Un léger mouvement attira leur attention. Théo S. était réveillé et se frottait les yeux. Sans dire un mot, il se leva et se dirigea vers la porte-fenêtre, comme guidé par un instinct invisible. « Théo, attends !» commença Claire, mais Marcel posa une main sur son bras. « Laissons-le faire » dit-il doucement. « Je veux voir ce qui va se passer. » Théo déverrouilla la porte-fenêtre avec une aisance surprenante et l'ouvrit légèrement. Il s'accroupit et commença à murmurer des mots incompréhensibles. Les animaux s'approchèrent sans crainte, le renard en tête. Claire et Marcel observaient, stupéfaits, tandis que Théo semblait avoir une conversation avec ces créatures sauvages. Après quelques instants, l'enfant se tourna vers les adultes. « Ils ont peur ?» expliqua-t-il simplement. « L'eau a pris leur maison. Ils demandent si on peut les aider. » Claire était sans voix. Comment son petit garçon pouvait-il comprendre ces animaux? Et comment ces animaux sauvages, normalement craintifs envers les humains, pouvaient-ils se comporter de manière si confiante? « L'eau a pris leur maison ?» répéta Marcel, essayant de donner un sens à cette déclaration. « Je pense qu'il parle d'une inondation », réalisa soudain Claire. Le ruisseau qui traverse la propriété a dû déborder avec toute cette pluie. Comme pour confirmer cette théorie, le téléphone portable de Claire vibra. C était une alerte météo locale avertissant d'inondations dans la région, notamment près du ruisseau de Saint-Rémy. Marcel regarda par la fenêtre vers l'obscurité. Si le ruisseau a débordé, l'eau pourrait atteindre les parties basses du domaine.
peut-être même le manoir si ça continue. Théo, qui semblait comprendre la gravité de la situation malgré son jeune âge, se tourna vers Éclair qui, était levé, parfaitement alerte. Éclair dit qu'il faut voir l'eau, déclara-t-il. Il connaît un chemin. Claire hésita, partagée entre l'inquiétude pour la sécurité de son fils et cette étrange confiance qu'il semblait placer dans les animaux. « Je vais chercher des imperméables et réveiller Mathilde », décida Marcel. « Si le ruisseau a vraiment débordé, nous devons vérifier les digues que j'ai construites l'année dernière. Elles pourraient céder sous la pression. » Pendant que Marcel éloignait, Claire s'agenouilla devant son fils. « Théo, comment sais-tu ce que les animaux veulent dire? Tu peux vraiment les comprendre. » Théo hocha la tête avec une simplicité désarmante. « Ils parlent dans ma tête, maman. Pas avec des mots comme nous, mais je comprends quand même. » Claire sentit des larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas de la peur ou de l'inquiétude, mais une émotion plus profonde, mêlée d'émerveillement et de gratitude. Son fils possédait un don extraordinaire, un don que son père aurait certainement compris et valorisé. « Antoine aurait été si fier de toi », murmura-t-elle en serrant Théo dans ses bras. Dehors, la pluie continuait de tomber, et quelque part dans l'obscurité, l'eau montait inexorablement, menaçant le fragile équilibre du domaine des Beaumont. La nuit était d'un noir d'encre, lorsque la famille Beaumont se prépara à sortir. Marcel avait trouvé des imperméables pour tout le monde, y compris un petit ciré jaune pour Théo, que Claire enfila sur son pyjama. Mathilde, réveillée par l'agitation, insistait pour les accompagner malgré les protestations de son mari. « Je connais ce domaine aussi bien que toi, Marcel », déclara-t-elle fermement. « Et si les digues sont menacées, tu auras besoin de toute l'aide disponible. » Marcel céda, sachant qu'il était inutile de discuter avec sa femme quand elle avait cette expression déterminée. Il se tourna vers les animaux sauvages qui attendaient toujours patiemment sur la terrasse. « Que fait-on d'eux » demanda-t-il à Claire. Avant qu'elle ne puisse répondre, Théo intervint. « Ils peuvent rester ici. » Et Claire va les surveiller. Comme pour confirmer ses paroles, l'imposant étalon hennit doucement et se plaça entre les animaux sauvages et le reste de la pièce, semblant comprendre son rôle de gardien. Étoile, quant à elle, s'approcha de Théo, poussant doucement son museau contre l'épaule de l'enfant. « Je pense qu'Étoile veut venir avec nous, » dit Théo, caressant la jeune pouliche. Claire échangea un regard inquiet avec Marcel. « Est-ce vraiment une bonne idée? Elle est si jeune. Les chevaux ont un instinct incroyable pour l'eau, » répondit Marcel après un moment de réflexion. « Et si Théo dit qu'elle veut venir, je lui fais confiance. » Il équipa d'une grosse lampe torche et d'une radio portable avant d'ouvrir la porte d'entrée. Le vent était calmé, mais la pluie tombait toujours avec une intensité préoccupante. Le bruit de l'eau qui coulait en torrent était clairement audible dans l'obscurité. « Restez groupés », ordonna Marcel. « Le chemin peut être glissant, et nous ne savons pas jusqu'où l'eau est montée. » Ils avancèrent prudemment, Marcel en tête, suivi de Claire qui tenait fermement la main de Théo. Mathilde fermait la marche, tenant une deuxième lampe torche. Étoile les suivait docilement, son pas léger mais sûr dans la boue qui s'accumulait. Le faisceau des lampes révélait un paysage transformé. Les chemins familiers étaient devenus des ruisseaux boueux et l'eau semblait se écouler de toutes parts. Ils se dirigèrent vers le point le plus bas de la propriété, là où Marcel avait construit des digues pour protéger le manoir des rares inondations qui survenaient parfois lors des fortes pluies d'automne. Alors qu'ils approchèrent du ruisseau, le bruit de l'eau devint assourdissant. Claire serra plus fort la main de Théo, anxieuse. À la lueur des lampes, ils découvrirent avec horreur que le paisible ruisseau était transformé en un torrent furieux qui avait déjà largement dépassé ses berges. « Mon Dieu !» souffla Mathilde. « Je n'ai jamais vu autant d'eau ici, même lors de la grande inondation de 1992. » Marcel s'avança prudemment jusqu'au bord de la zone inondée, évaluant la situation.
Les digues qu'il avait construites étaient encore visibles, mais l'eau les atteignait presque. « Si ça continue à ce rythme, dit-il, le visage grave, les digues ne tiendront pas jusqu'au matin, et si elles cèdent, l'eau atteindra certainement le manoir et les écuries. » Claire serra Théo contre elle, inquiète. « Que pouvons-nous faire ?» Marcel scruta les alentours, réfléchissant rapidement. « Il faudrait renforcer les digues avec des sacs de sable. » « J'en ai stocké dans la grange en cas d'urgence, mais avec cette obscurité et cette pluie... » Soudain, Étoile s'agita, poussant de légers hennissements nerveux. Théo se tourna vers elle, semblant écouter attentivement. « Étoile dit qu'il y a un autre endroit où l'eau passe, » déclara-t-il avec une assurance déconcertante. « De l'autre côté de la colline. » Marcel fronça les sourcils. « L'autre côté? Tu veux dire vers le vieux moulin ?» Théo secoua la tête. « Non, là où les arbres sont tombés, l'eau creuse sous la terre. » Claire et Marcel échangèrent un regard perplexe. « Je ne comprends pas, » dit Marcel. « De quels arbres parle-t-il » Mais Mathilde eut soudain une illumination. « Les chênes centenaires, ceux qui sont tombés lors de la tempête du printemps dernier, près de la source. » Marcel écarquilla les yeux, comprenant soudain. Bien sûr. La source alimente le ruisseau, et si les racines arrachées ont créé un passage souterrain. Il se tourna vers Théo avec un nouveau respect. Comment Étoile peut-elle savoir cela? Les chevaux sentent l'eau sous la terre, répondit simplement Théo. C'est ce que dit Éclair. Étoile l'a appris de lui. Marcel hésita un instant, partagé entre son instinct de suivre un plan rationnel et la confiance croissante qu'il accordait aux perceptions inexplicables de son petit-fils. « D'accord, » décida-t-il finalement. « Nous allons nous séparer. Mathilde et moi, nous irons chercher les sacs de sable pour renforcer ces digues. Claire, toi et Théo, allez vérifier la zone près des chênes tombés. Soyez extrêmement prudents et gardez la radio allumée. » Claire acquiesça, bien que l'idée de s'aventurer plus loin dans l'obscurité avec son jeune fils l'inquiétait. Mais une part d'elle-même faisait confiance à ce lien mystérieux que Théo semblait partager avec les animaux. « Viens, maman !» dit Théo en tirant sa main. « Étoile va nous montrer. » Comme si elle comprenait, la jeune pouliche s'avança, attendant patiemment qu'il la suive. Claire ajusta son imperméable et celui de Théo, puis prit une profonde inspiration. « Sois prudente », recommanda Mathilde en lui serrant brièvement l'épaule. « Vous aussi », répondit Claire avant de suivre son fils et la pouliche qui éloignait déjà dans l'obscurité. Étoile semblait parfaitement sûre de la direction à prendre, avançant d'un pas décidé malgré le terrain détrempé. Théo marchait à côté d'elle, sa petite main parfois posée sur son flanc pour garder l'équilibre. Claire les suivait de près, éclairant leur chemin avec la lampe torche, à la fois émerveillée et inquiète de cette étrange expédition nocturne. Ils contournèrent la colline qui séparait le manoir du reste de la propriété, s'enfonçant dans un petit bois de pins et de chênes. La pluie semblait moins forte sous le couvert des arbres, mais le sol était spongieux sous leurs pieds. « Tu es sûr que c'est par ici ?» demanda Claire, de plus en plus nerveuse à mesure qu'ils éloignaient du manoir. « Oui, maman », répondit Théo avec une assurance troublante. « Étoile connaît le chemin. » Ils arrivèrent finalement dans une clairière où se dressaient autrefois d'imposants chênes centenaires. La tempête du printemps les avait déracinés, laissant d'énormes cratères dans le sol. Claire dirigea le faisceau de sa lampe vers ces excavations et retint son souffle. L'eau tourbillonnait violemment autour des racines exposées, créant un vortex qui semblait engloutir la terre elle-même. « C'est exactement ce que disait Théo », murmura-t-elle, stupéfaite. L'eau creuse sous la terre. Elle s'approcha prudemment pour mieux voir, mais le sol détrempé céda soudainement sous son poids. Avec un cri de surprise, Claire glissa vers le vortex d'eau boueuse, lâchant la lampe torche qui éteignit en heurtant une pierre. « Maman !»
cria Théo, terrifié. Claire s'agrippa désespérément à une racine exposée, ses pieds pendant dans le vide au-dessus du tourbillon furieux. Elle pouvait sentir la puissance de l'eau qui tirait sur ses jambes, menaçant de l'arracher à son précaire point d'ancrage. « Théo, reste où tu es !» ordonna-t-elle, la voix tremblante d'effort et de peur. « Ne t'approche pas du bord !» Dans l'obscurité presque totale, elle entendit son fils pleurer, puis un hennissement aigu de « étoile ». Des bruits de sabots résonnèrent, s'éloignant rapidement. « Étoile, non !»« Ne le laisse pas seul !» cria Claire, imaginant avec horreur la pouliche abandonnant son fils dans l'obscurité pour retourner à la sécurité de l'écurie. Mais quelques instants plus tard, elle entendit de nouveau des sabots, se rapprochant cette fois. Puis la voix tremblante de Théo, « Maman, Étoile dit de tenir bon. Elle est allée chercher de l'aide. » Claire sentit ses doigts glisser lentement sur la racine humide. La situation était désespérée, et elle se demanda quel type d'aide une jeune pouliche pourrait bien apporter. Les secondes écoulaient, comme des heures pour Claire, suspendues au-dessus du tourbillon furieux. Ses bras tremblaient sous l'effort, et l'écorce rugueuse de la racine entaillait douloureusement ses paumes. Elle entendait Théo pleurer doucement dans l'obscurité, et son cœur se serrait à l'idée de le laisser seul. « Ça va aller, mon chéri, » dit-elle, essayant de maintenir sa voix ferme malgré la peur qui l'étreignait. « Maman est forte, tu te souviens? Comme les princesses des histoires qui combattent les dragons. » Théo renifla. « Oui, maman. Étoile va revenir, elle l'a promis. » Claire ferma les yeux un instant, touchée par la confiance absolue de son fils en la pouliche. Si seulement elle pouvait partager cette certitude. Un craquement se fit entendre sous ses doigts. La racine commençait à céder. « Théo » appela-t-elle, la voix tremblante. « Si maman tombe, tu dois rester exactement où tu es, d'accord? Ne t'approche pas de l'eau, attends que grand-père vienne te chercher. » « Non, maman !» protesta Théo, sa petite voix se brisant. « Tu ne vas pas tomber, les amis arrivent. » Claire allait répondre quand un bruit étrange attira son attention. Ce n'était pas le grondement de l'eau, ni le murmure de la pluie, mais un son plus rythmique, comme des pas multiples se déplaçant rapidement à travers les bois. Puis, à sa grande stupéfaction, le faisceau d'une lampe torche perça l'obscurité, révélant une scène qu'elle n'aurait jamais cru possible. Étoile était revenue, mais elle n'était pas seule. Derrière elle se pressait une procession improbable, Éclair en tête, suivie du renard, des lapins et même du jeune sanglier qu'ils avaient vu plus tôt. Plus surprenant encore, un grand cerf au bois majestueux fermait la marche. Et entre les pattes d'Éclair, soigneusement tenue dans sa gueule comme un trésor précieux, la radio que Marcel avait emportée. Théo courut vers Éclair, prenant délicatement la radio. « Vite! Maman va tomber !» Le petit garçon manipula l'appareil avec une dextérité surprenante pour son âge, appuyant sur le bouton d'émission. « Papy! Papy! Maman est tombée dans le trou d'eau! Venez vite !» La voix paniquée de Marcel grésilla instantanément en retour. « Théo? Comment as-tu... » ?»« Peu importe. Où êtes-vous exactement ?»« Près des grands arbres tombés, » répondit Théo. « Éclair sait. Il vous montrera. » Pendant ce temps, Claire sentait ses forces l'abandonner. La racine à laquelle elle s'accrochait émit un nouveau craquement inquiétant. « Je ne vais pas tenir jusqu'à leur arrivée, » pensa-t-elle avec désespoir. C'est alors qu'un mouvement attira son regard. Le grand cerf S était approché du bord du gouffre, tournant délibérément son arrière-train vers elle. Ses bois magnifiques s'abaissèrent, comme s'il l'invitait à s'y accrocher. « Il veut t'aider, maman, » expliqua Théo, comprenant l'intention de l'animal. « Il dit que tu dois attraper ses bois. » Claire hésita une fraction de seconde, partagée entre la peur de l'inconnu et l'urgence de sa situation. Puis, rassemblant son courage, elle tendit une main tremblante vers les bois du cerf. Ses doigts se refermèrent sur l'os lisse et solide juste au moment où la racine cédait complètement.
Avec une force surprenante, le cerf recula lentement, tirant Claire loin du gouffre. Elle sentit ses jambes regagner la terre ferme et s'effondra, épuisée, sur le sol boueux, mais sûr. « Maman !» Théo se précipita dans ses bras, sanglotant de soulagement. Claire le serra contre elle, abasourdie par ce qui venait de se passer. Elle leva les yeux vers le cerf qui était reculé, majestueux et digne, observant la scène avec ce qui semblait être de la satisfaction. « Merci », murmura-t-elle, ne sachant pas si l'animal pouvait comprendre, mais ressentant le besoin de reconnaître son geste extraordinaire. Comme en réponse, le cerf inclina légèrement la tête avant de se fondre silencieusement dans les ombres de la forêt. Les autres animaux étaient rassemblés autour d'eux, formant un cercle protecteur. Et Claire se tenait près de l'endroit où Claire avait failli disparaître, observant le tourbillon d'eau avec une intensité inhabituelle. « Il dit que l'eau va bientôt emporter toute la colline », traduisit Théo, sa main posée sur l'encolure du grand cheval. « Il faut faire quelque chose vite. » Claire, encore sous le choc, se remit péniblement debout. « Mais quoi ?» « Nous ne pouvons pas arrêter l'eau. » Théo sembla écouter attentivement, comme si Claire lui parlait. « Il dit que les castors savent, il faut faire comme eux. »« Les castors ?» répéta Claire, perplexe. « Tu veux dire construire un barrage ?» Théo hocha vigoureusement la tête. « Oui. » Avec des branches et des pierres. L'idée semblait absurde. Comment deux humains et quelques animaux pourraient-ils construire un barrage assez solide pour contenir une telle force d'eau? Pourtant, Claire n'avait pas d'autre solution à proposer. Des bruits de pas précipités et le faisceau de lampes torches annoncèrent l'arrivée de Marcel et Mathilde. Ils s'arrêtèrent net devant la scène surréaliste. Claire et Théo, entourés d'un assortiment improbable d'animaux sauvages et domestiques, tous semblant travailler ensemble dans un but commun. « Mon Dieu, Claire !» s'exclama Mathilde en se précipitant vers sa belle-fille. « Tu vas bien ?» Marcel examina rapidement le gouffre qui était formé près des racines des arbres abattus, comprenant immédiatement la gravité de la situation. « C'est pire que je ne le pensais, » dit-il sombrement. « L'eau a créé un passage souterrain qui érode la base de la colline. Si ça continue, non seulement le manoir sera inondé, mais toute cette zone pourrait s'effondrer. » Théo dit que nous devons construire un barrage, expliqua Claire, consciente de l'absurdité apparente de cette proposition. Marcel ouvrit la bouche, probablement pour rejeter cette idée, mais s'arrêta en voyant les animaux qui s'agitaient autour d'eux. Le renard et les lapins étaient déjà en train de pousser des petites branches vers le bord du tourbillon. Et Claire arrachait méthodiquement des branches plus grandes d'un arbuste proche avec ses dents. « Comme les castors », murmura Marcel, une lueur de compréhension s'allumant dans son regard. « C'est complètement fou, mais ça pourrait fonctionner. Si nous parvenons à ralentir suffisamment l'écoulement de l'eau, cela nous donnerait le temps de trouver une solution plus permanente. » Il se tourna vers Théo, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Peux-tu leur demander de nous aider à rassembler autant de branches et de pierres que possible ?» Théo hocha solennellement la tête, puis se tourna vers les animaux, murmurant doucement. À la stupéfaction des adultes, les animaux semblèrent comprendre parfaitement, éparpillant dans différentes directions avec un but évident. « C'est incroyable !» souffla Mathilde. « Comme dans la légende. » La pluie continuait de tomber, mais moins violemment maintenant. Dans la lueur des lampes torches, un étrange chantier prit forme. Humains et animaux travaillant côte à côte pour sauver le domaine des Beaumont. L'aube commençait à poindre, teintant le ciel de rose et d'or pâle, lorsque les dernières branches furent mises en place sur l'étrange construction qui barrait désormais le tourbillon d'eau. Épuisés mais déterminés, humains et animaux avaient travaillé sans relâche pendant des heures. Le barrage, bien que rudimentaire, était une merveille d'ingéniosité collective. À la base, Marcel avait placé les plus grosses pierres qu'il pouvait déplacer, renforcées par des troncs solides qu'Éclair avait traînés jusqu'au site.
Entre ces fondations, ils avaient entrelacé des branches de différentes tailles, créant un treillis dense. Les lapins et le renard avaient comblé les espaces avec de la boue et des feuilles, tandis que le sanglier avait utilisé son museau puissant pour tasser le tout. « Je n'arrive pas à croire que ça fonctionne réellement », murmura Claire, observant avec émerveillement l'eau qui, au lieu de s'engouffrer dans le vortex souterrain, commençait à se rediriger vers son cours naturel. Théo, malgré sa fatigue évidente, affichait un sourire radieux. Il était couvert de boue de la tête aux pieds, mais ses yeux brillaient d'une joie pure tandis qu'il regardait les animaux travailler ensemble. « Papy !» appela-t-il, tirant sur la manche de Marcel. Et Claire dit que l'eau est moins en colère maintenant. Marcel ébouriffa affectueusement les cheveux boueux de son petit-fils. Et il a raison. Grâce à vous tous, nous avons réussi à détourner l'eau de son passage souterrain. Les digues en bas devraient tenir maintenant. Mathilde, qui revenait d'une brève excursion pour vérifier, l'état des digues, confirma cette évaluation. « Le niveau commence déjà à baisser », annonça-t-elle. « La pluie s'est presque arrêtée et le ruisseau retrouve progressivement son lit normal. » Un sentiment de soulagement collectif sembla parcourir le groupe hétéroclite. Même les animaux sauvages, normalement méfiants, paraissaient détendus en présence des humains, comme s'ils comprenaient qu'ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire ensemble. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Claire, regardant le renard et les lapins qui étaient confortablement installés près d'Étoile. Théo, comme s'il avait entendu une réponse que les adultes ne pouvaient percevoir, expliqua « Ils vont rester encore un peu. Leurs maisons sont encore trop mouillées. Eh bien, dit Marcel après un moment de réflexion, je suppose que notre salon d'été peut servir de refuge temporaire pour tout le monde, jusqu'à ce que la situation se normalise. » Mathilde acquiesça, un sourire fatigué mais chaleureux aux lèvres. Je n'aurais jamais cru dire cela un jour, mais nos amis les animaux sont les bienvenus au manoir Beaumont. Le retour vers le manoir se fit dans la lumière croissante du matin. La tempête avait laissé place à une journée claire, le soleil séchant progressivement la terre détrempée. Le domaine portait les cicatrices de la nuit tumultueuse, branches cassées, chemins boueux, débris éparpillés, mais l'essentiel avait été préservé. Lorsqu'ils atteignirent enfin le manoir, ils découvrirent que le salon des ETS était transformé en une véritable arche de Noé. En plus des et Claire qui montaient la garde, d'autres animaux étaient réfugiés à l'intérieur. Quelques oiseaux perchés sur les rebords des fenêtres, un hérisson roulé en boule dans un coin, et même une famille de souris qui avait établi un nid temporaire sous une commode. Je pense que la réputation de Théo s'est répandue dans le monde animal, plaisanta Claire, bien que sa voix trahisse une certaine émotion. Marcel hocha pensivement la tête. La légende du parleur de bêtes mentionne que les animaux cherchent sa protection en temps de crise. Il semble que nous en soyons témoins. Épuisé par sa nuit d'aventure, Théo était endormi dans les bras de sa mère pendant le trajet de retour. Claire le déposa doucement sur le petit matelas qui avait été installé pour lui dans le salon d'été. Instantanément, comme attirés par une force invisible, plusieurs animaux se rapprochèrent, formant un cercle protecteur autour de l'enfant endormi. Étoile s'allongea près de lui, posant délicatement sa tête à côté de celle du petit garçon. « C'est comme s'il veillait sur lui », murmura Mathilde, émue par cette scène. « Ou comme s'il le remerciait », suggéra Marcel. Claire observait son fils avec un mélange de fierté, d'émerveillement et d'une pointe d'inquiétude. Que va-t-il devenir ? Un enfant avec un tel don. Le monde moderne n'est pas fait pour les prodiges comme lui. Marcel posa une main rassurante sur son épaule. Le don d'Antoine s'est atténué avec l'âge. Peut-être que celui de Théo suivra le même chemin. Et si ce n'est pas le cas, demanda Claire, exprimant la préoccupation qui grandissait en elle. Et s'il conserve cette capacité, comment le protéger dans un monde qui ne comprend pas, qui pourrait chercher à l'exploiter ou pire encore, à le craindre ?
Nous serons là, affirma Mathilde avec une détermination tranquille. Pour le guider, pour l'aider à comprendre son don, pour lui apprendre à l'utiliser avec sagesse. Alors qu'il parlait, le renard, qui était confortablement installé près de Théo, releva soudainement la tête, les oreilles dressées. Il fixa Claire avec une intensité troublante, comme s'il suivait leur conversation et souhaitait y participer. « Je crois que nous ne sommes pas les seuls à veiller sur lui », murmura Marcel, remarquant ce comportement inhabituel. Claire s'approcha lentement du renard, s'agenouillant à une distance respectueuse. L'animal la regarda sans crainte, ses yeux ambrés semblant contenir une intelligence presque humaine. « Merci », dit-elle simplement. « Merci d'avoir aidé mon fils, de l'avoir guidé. » À sa grande surprise, le renard inclina légèrement la tête, comme pour reconnaître ses paroles, avant de se recoucher près de Théo. Dehors, le soleil brillait maintenant pleinement, séchant progressivement les terres détrempées du domaine Beaumont. Une nouvelle journée commençait, portant en elle la promesse d'un monde transformé, où les barrières entre humains et animaux étaient momentanément effacées grâce à un petit garçon extraordinaire. Dans son sommeil, Théo souriait, entouré de ses amis improbables. Peut-être rêvait-il de leurs aventures partagées, ou peut-être entendait-il encore leur voix, lui racontant des histoires que nul autre être humain ne pouvait comprendre. « Il faudrait immortaliser ce moment », suggéra doucement Mathilde. Claire acquiesça et sortit son téléphone pour prendre quelques photos de cette scène incroyable. Son fils endormi au milieu d'un cercle d'animaux sauvages et domestiques, tous coexistant dans une harmonie parfaite. « Antoine aurait adoré voir ça », dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Il le voit peut-être », répondit Marcel avec douceur. « Oh, qui sait quel mystère existe dans ce monde, au-delà de notre compréhension ?» Un rayon de soleil perça à travers les nuages dispersés, illuminant précisément l'endroit où Théo dormait, comme pour souligner les paroles de Marcel. Cette lumière dorée semblait envelopper l'enfant et ses gardiens animaux, créant un tableau presque mythique. « Je pense, » dit Mathilde après un long moment de contemplation, « que nous sommes témoins de quelque chose de très ancien et de très sacré. Quelque chose que l'humanité a largement oublié, mais qui persiste dans nos contes et légendes, cette connexion profonde entre l'homme et les animaux. Les jours qui suivirent la tempête furent marqués par un étrange sentiment de magie au manoir Beaumont. Les eaux étaient retirées, laissant derrière elles un paysage transformé mais étonnamment fertile. Des fleurs sauvages commençaient déjà à pousser le long des berges du ruisseau, comme si la nature elle-même célébrait la collaboration extraordinaire entre humains et animaux. Le salon d'été était devenu un lieu de rassemblement improbable. Bien que certains animaux sauvages soient retournés dans les bois à mesure que leurs habitats séchaient, d'autres semblaient réticents à quitter la proximité de Théo. Le renard, que Claire avait surnommé « rusé », était pratiquement installé dans le jardin, apparaissant régulièrement aux fenêtres comme pour vérifier que tout allait bien. Éclair et Étoile avaient retrouvé l'écurie temporairement réparée, mais passaient de longues heures chaque jour près de la maison, particulièrement lorsque Théo jouait dehors. Ce matin-là, Claire sirotait son café sur la terrasse, observant son fils qui parlait doucement à un groupe de moineaux rassemblés autour de lui. Les petits oiseaux semblaient littéralement boire ses paroles, penchant leur tête de côté comme pour mieux comprendre. « Bonjour », la voix de Marcel la tira de sa contemplation. « J'ai reçu un appel intéressant ce matin. » Claire se tourna vers son beau-père, haussant un sourcil interrogateur. « C était Madame Laborde, du village. » expliqua-t-il en s'asseyant près d'elle. « Apparemment, les photos que tu as postées sur les réseaux sociaux ont fait sensation. » Claire grimaça légèrement. 2 jours après l'événement, elle avait partagé quelques clichés de Théo entouré des animaux, avec une légende évoquant simplement une nuit magique pendant l'orage. Elle n'avait pas anticipé l'intérêt que ces images susciteraient. Elle a dit que beaucoup de gens parlent de Théo maintenant.
continua Marcel, et pas seulement les habitants du village. Les médias régionaux ont repris l'histoire. Je n'aurais pas dû publier ces photos, soupira Claire, inquiète. Je ne voulais pas attirer l'attention sur lui. Marcel posa une main rassurante sur son bras. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, Claire, mais il y a plus. Madame Laborde a mentionné qu'une vieille dame souhaite nous rencontrer. Apparemment, elle connaîtrait bien la légende du parleur de bêtes. Qui est-elle? Son nom est Élisabeth Devereux. Elle vit dans une maison isolée près de la forêt de cèdres. D'après Madame Laborde, elle aurait plus de 90 ans et serait la gardienne des anciennes histoires de la région. Claire observa Théo, qui riait maintenant, alors qu'un des moineaux S était perché sur son épaule. « Penses-tu que nous devrions la rencontrer ?» Marcel prit un moment avant de répondre. « Je crois que nous avons besoin de comprendre ce qui arrive à Théo. Si cette femme peut nous éclairer, cela vaut la peine d'essayer. » Leur conversation fut interrompue par le bruit d'une voiture s'engageant dans l'allée du manoir. Claire se leva, intriguée, il n'attendait aucune visite. Une Citroën ancienne mais bien entretenue s'arrêta devant la maison. Une femme d'une quarantaine d'années en sortit, aidant ensuite une personne âgée à descendre du côté passager. La vieille dame, malgré son dos légèrement voûté, dégageait une présence remarquable. Ses cheveux blancs comme neige étaient rassemblés en un chignon impeccable et ses yeux bleu pâle semblaient voir au-delà des apparences. « Madame Devereux » appela Marcel, descendant les marches de la terrasse pour accueillir les visiteuses. La vieille dame sourit, révélant des rides profondes qui parlaient d'une vie bien remplie. « Monsieur Beaumont, pardonnez cette visite impromptue, mais quand j'ai vu ces photos... » Elle s'interrompit, son regard se posant sur Théo qui était approché, curieux. « Ah, voilà donc le petit prodige. » À la surprise de Claire, les moineaux qui accompagnaient Théo ne s'envolèrent pas à l'arrivée des étrangères. Au contraire, ils semblaient observer la scène avec un intérêt presque humain. « Je suis Claire Beaumont », se présenta-t-elle, s'avançant pour serrer la main de la vieille dame, la mère de Théo. « Enchantée, ma chère. Et voici ma petite fille, Juliette, » répondit Élisabeth en désignant la femme qui l'accompagnait. « Elle a insisté pour me conduire jusqu'ici. » « Elle craint que je ne sois trop fragile pour voyager seule. » Juliette sourit avec affection. « Grand-mère a toujours été plus robuste qu'elle n'en a l'air, mais à 92 ans, je préfère ne pas prendre de risques. »« Venez, entrons » proposa Mathilde qui venait de les rejoindre. « J'ai préparé du thé. » Ils s'installèrent dans le salon principal, plus formel que le salon d'été toujours occupé par quelques animaux convalescents. Théo, fasciné par la nouvelle venue, s'assit près d'elle, la fixant avec une intensité peu commune pour un enfant de son âge. « Tu me reconnais, n'est-ce pas, petit ?» demanda doucement Élisabeth, ses yeux pâles rencontrant ceux de Théo. Le petit garçon hocha solennellement la tête. « Dans les rêves » dit-il simplement. Les adultes échangèrent des regards surpris, mais Élisabeth se contenta de sourire, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « J'y étais comme toi, autrefois, » dit-elle à Théo. « Il y a très longtemps, quand J était une petite fille. Je pouvais entendre les animaux, et ils m'entendaient aussi. Vous voulez dire que vous aviez le même don que Théo ?» demanda Claire, incrédule. Élisabeth acquiesça lentement. Le don se manifeste dans certaines familles de la région, une fois par génération. Il ne dure généralement que pendant l'enfance, bien que certains aspects puissent persister jusqu'à l'âge adulte. « Antoine, » murmura Marcel, « mon fils avait cette connexion spéciale avec les animaux quand il était enfant. »« Ah, le père de l'enfant » dit Élisabeth avec un hochement de tête compréhensif. « Oui, le don suit souvent les lignées familiales. Il saute parfois une génération ou deux, mais il trouve toujours son chemin. » Claire sentit son cœur se serrer à la mention d'Antoine. « Il ne m'a jamais vraiment parlé de cette capacité. Il disait simplement qu'il avait toujours eu une affinité naturelle avec les animaux. Beaucoup de ceux qui possèdent le don pendant l'enfance finissent par le minimiser ou le rationaliser
à l'âge adulte, expliqua Elisabeth. Le monde moderne n'a pas beaucoup de place pour ce genre de magie. Pendant qu'il parlait, Rusé était apparu à la fenêtre du salon, observant attentivement la scène. Elisabeth le remarqua et sourit. « Vous avez déjà des gardiens, je vois, » dit-elle avec approbation. « C'est bon signe. »« Des gardiens » répéta Mathilde. « Les animaux qui choisissent de rester près d'un parleur de bêtes, qui le protège et l'aident à comprendre son don, » expliqua la vieille dame. « Ils sont attirés par l'enfant comme des papillons vers la lumière. » Elisabeth se pencha vers Théo, sa voix douce mais grave. « Ton don est précieux, petit. Il te permet de voir le monde tel qu'il devrait être, un lieu où toutes les créatures vivantes se comprennent et s'entraident. » Théo, elle, écoutait attentivement, ses grands yeux bleus fixés sur elle. « Les animaux sont tristes parfois, » dit-il. « Ils disent que les humains ont oublié comment écouter. » Un silence suivit cette déclaration, chaque adulte méditant sur la profondeur de ces mots venant d'un enfant si jeune. « C'est exactement cela, » approuva Elisabeth avec un sourire mélancolique. « Nous avons oublié, mais des enfants comme toi nous rappellent ce lien précieux. » Elle sortit de son sac un petit livre relié en cuir, visiblement ancien. « J'ai apporté ceci pour vous. C'est un journal tenu par plusieurs générations de parleurs de bêtes. J'y ai ajouté mes propres expériences, et maintenant, il est temps qu'il passe à vous. » Claire accepta le livre avec révérence, comprenant l'importance de ce geste. Il contient des conseils pour aider Théo à naviguer dans son don, et des histoires qui pourraient vous éclairer sur ce à quoi vous attendre, expliqua Elisabeth. Mais le plus important, c'est qu'il lui rappellera qu'il n'est pas seul, qu'il fait partie d'une longue lignée de personnes spéciales. Dehors, le nombre d'animaux rassemblés autour de la maison semblait avoir augmenté. En plus de Rusé, plusieurs oiseaux étaient perchés sur le rebord de la fenêtre, et Éclair et Étoile étaient apparus dans le jardin, comme attirés par une force invisible. « Ils sentent que quelque chose d'important se passe, » dit Juliette, observant ce rassemblement inhabituel avec fascination. Elisabeth hocha la tête. « Ils savent que nous parlons du don. Les animaux comprennent plus de choses que nous ne le pensons. » Elle se tourna vers Claire, son regard soudain plus intense. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Le don de Théo est particulièrement puissant, plus que celui que j'avais, plus que celui de son père probablement. La manière dont les animaux se sont rassemblés pour vous aider pendant la tempête, c'est extraordinaire, même pour un parleur de bêtes. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Claire, une note d'inquiétude dans sa voix. « Je veux dire que son don pourrait ne pas s'estomper avec l'âge, comme c'est généralement le cas. Il pourrait être l'un des rares parleurs dont la connexion persiste jusqu'à l'âge adulte. » Cette révélation plana dans l'air, lourde d'implications. Claire regarda son fils, qui semblait parfaitement à l'aise avec cette perspective, comme si elle confirmait simplement quelque chose qu'il savait déjà intuitivement. « Et comment ? Comment pouvons-nous le préparer à cela ?» demanda-t-elle finalement. Elisabeth sourit avec douceur, en l'aimant, en le guidant, en lui apprenant à utiliser son don avec sagesse et responsabilité, et peut-être en apprenant de lui à redécouvrir notre propre connexion perdue avec le monde naturel. 6 mois étaient écoulés depuis la nuit de la grande tempête. L'automne avait paré le domaine Beaumont de teintes dorées et cuivrées, et un vent doux faisait danser les feuilles dans l'allée principale. Le manoir lui-même semblait avoir retrouvé une nouvelle jeunesse, comme si les événements extraordinaires de cette nuit-là avaient insufflé une énergie renouvelée dans ces vieux murs. Claire était assise sur un banc dans le jardin, le journal des parleurs de bêtes ouvert sur ses genoux. Au fil des mois, ce livre était devenu son guide, l'aidant à comprendre et à nourrir le don unique de son fils. Elle avait lu et relu les témoignages des générations précédentes, trouvant réconfort et sagesse dans leurs expériences partagées. À quelques mètres d'elle, Théo, maintenant âgé de 2 ans et demi,
était assis dans l'herbe, entouré de son cercle habituel d'amis animaux. Rusé, le renard, était devenu un visiteur quotidien, apportant parfois de petits cadeaux, une plume particulièrement belle ou une pierre brillante, qu'il déposait solennellement aux pieds de l'enfant. Plusieurs oiseaux avaient construit leur nid dans les arbres proches du manoir, créant une symphonie de chants qui semblait souvent répondre au gazouillement joyeux de Théo. Claire appela Marcel depuis l'entrée de L écurie rénovée. Viens voir ça. Curieuse, Claire ferma le livre et rejoignit son beau-père. Ce qu'elle vit la fit sourire avec émerveillement. Étoile, qui avait bien grandi ces derniers mois, exécutait une sorte de danse gracieuse devant Éclair, comme si elle voulait impressionner son père. Elle fait ça tous les matins maintenant, expliqua Marcel. Théo dit qu'elle s'entraîne pour devenir aussi forte que Éclair. L'idée que son fils puisse avoir de telles conversations avec les chevaux ne surprenait plus Claire. Elle avait accepté le don de Théo, apprenant à faire confiance à ses intuitions et à ses interactions avec le monde animal. Le vétérinaire est passé hier, continua Marcel. Il n'en revient toujours pas de la façon dont Éclair se comporte avec Théo. Il dit qu'il n'a jamais vu un cheval aussi protecteur envers un enfant. Claire acquiesça, se souvenant des nombreuses occasions où Éclair avait manifesté ce comportement protecteur, comme cette fois où Théo avait trébuché près de elle étang. Et elle, étalon S, était précipitée pour s'interposer entre l'enfant et l'eau avant même que Claire ne puisse réagir. Le journal parle de liens particuliers qui se forment parfois entre un parleur de bêtes et certains animaux, dit-elle. Elisabeth les appelle des âmes miroirs, des animaux qui partagent une connexion spécialement profonde avec l'enfant. Comme pour confirmer ses paroles, Théo apparut à l'entrée de l'écurie, rusé, trottant fidèlement à ses côtés. À leur vue, Éclair et Étoile s'approchèrent immédiatement, baissant leur tête pour permettre à l'enfant de les caresser. « Maman !» appela Théo, son visage s'illuminant d'un large sourire. « Éclair et Étoile veulent te montrer quelque chose. » Claire s'approcha, curieuse. Depuis qu'ils avaient commencé à explorer et à comprendre le don de Théo, elle avait appris à prendre au sérieux ses déclarations concernant les animaux. « Tante, ils veulent venir à mon anniversaire !» annonça Théo avec enthousiasme. « Dans la maison, comme avant ?» Claire échangea un regard amusé avec Marcel. L'anniversaire des 3 ans de Théo approchait et la famille avait prévu une petite célébration. L'idée que les chevaux souhaitent y participer et à l'intérieur de la maison, qui plus est, était à la fois attendrissante et légèrement préoccupante. « Chérie, » commença Claire doucement, « Éclair et Étoile sont peut-être un peu trop grands pour... » Elle s'interrompit en voyant l'expression sérieuse de son fils. Ses yeux bleus, si semblables à ceux d'Antoine, la regardaient avec une intensité troublante. « Ils ont besoin de venir, maman, dit-il, sa voix enfantine empreinte d'une gravité inhabituelle. C'est important. » Marcel posa une main sur l'épaule de Claire. « Peut-être devrions-nous écouter, suggéra-t-il doucement. Le journal ne dit-il pas que les intuitions d'un parleur de bêtes ne doivent jamais être prises à la légère ?» Claire hésita, puis hocha lentement la tête. Au cours des derniers mois, elle avait appris à faire confiance à ce mystérieux lien que son fils partageait avec les animaux. Si Théo disait que C était important, alors ça, elle, était probablement. « D'accord », concéda-t-elle finalement. Mais seulement dans le salon d'été comme la dernière fois. Théo applaudit avec joie, puis se tourna vers les chevaux comme pour leur transmettre la bonne nouvelle. Éclair et Étoile réagirent par de doux hennissements qui ressemblaient presque à des rires. Le jour de l'anniversaire de Théo arriva, baigné dans la lumière dorée d'un automne exceptionnellement doux. Le salon d'été avait été décoré avec soin. Des ballons colorés, des guirlandes et un gâteau en forme de cheval que Mathilde avait passé des heures à préparer. Les invités étaient peu nombreux, mais choisis avec soin. Elisabeth Devreux était là, accompagnée de sa petite-fille Juliette. Quelques familles du village avec de jeunes enfants avaient également été conviées.
des personnes qui avaient accueilli avec bienveillance le don particulier de Théo, au lieu de le craindre ou de le rejeter. Et puis, il y avait les invités les plus inhabituels. Éclair et Étoile, impeccablement brossés pour l'occasion, attendaient patiemment sur la terrasse. Rusé et quelques autres animaux sauvages observaient discrètement depuis le jardin, comme s'ils comprenaient qu'ils ne pouvaient pas tous être accueillis à l'intérieur. Au moment de souffler les bougies, Théo insista pour que la porte-fenêtre soit ouverte afin qu'Éclair et Étoile puissent entrer. Claire, fidèle à sa promesse, acquiesça. Avec une grâce et une délicatesse stupéfiantes pour des animaux de leur taille, les 2 chevaux franchirent le seuil et s'avancèrent dans la pièce, s'arrêtant à quelques pas du gâteau. Les invités observaient la scène avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Même ceux qui connaissaient le don de Théo n'avaient jamais été témoins d'une telle démonstration. « Faites un vœu, Théo », encouragea Claire, allumant les 3 bougies sur le gâteau. Théo ferma les yeux un instant, son petit visage sérieux dans la lueur vacillante des bougies. Puis, avec un sourire radieux, il souffla, éteignant toutes les flammes d'un seul coup. Applaudissements et exclamations de joie remplirent la pièce. Mais ce qui suivit laissa tout le monde sans voix. Éclair et Étoile s'avancèrent encore, s'inclinant légèrement devant Théo, dans un geste qui ressemblait étrangement à une révérence. Puis, sous les yeux ébahis de l'assemblée, Étoile s'approcha davantage et tendit délicatement son museau vers Théo. Entre ses lèvres, elle tenait quelque chose, une petite plume d'un bleu éclatant, probablement celle d'un martin-pêcheur. Théo prit la plume avec révérence, puis enlaça le cou de la pouliche dans un geste d'affection pure. « Merci », murmura-t-il. « C'est le plus beau cadeau. » Elisabeth, qui observait la scène avec des larmes dans les yeux, se pencha vers Claire. « C'est un signe, » murmura-t-elle. « La plume bleue, dans notre tradition, c'est le symbole d'un parleur de bêtes dont le don perdurera. » Claire sentit son cœur se gonfler d'émotion. Non pas de crainte, comme elle l'aurait ressenti quelques mois plus tôt, mais de gratitude et de émerveillement. Ce soir-là, longtemps après que les invités furent partis, Claire trouva Théo endormi dans le salon d'été, blotti contre Étoile qui s'était couchée près de lui. Et Claire montait la garde non loin, ses yeux vigilants suivant chaque mouvement de Claire. Elle s'agenouilla près de son fils, caressant doucement ses boucles blondes. « Veille sur ses rêves », murmura-t-elle à Éclair. Elle, étalon, inclina légèrement la tête, comme pour promettre qu'il le ferait. Claire comprit alors que le jour où un cheval et un poulain avaient supplié son bébé de les laisser entrer dans la maison n'avait pas été le début d'une histoire extraordinaire, mais simplement un chapitre dans une histoire bien plus ancienne, celle d'une connexion sacrée entre l'humanité et le monde animal, une connexion que son fils aidait maintenant à raviver. Dehors, la première étoile de la soirée brillait dans le ciel d'automne, témoin silencieux d'une promesse renouvelée entre les espèces, portée par les rêves innocents d'un enfant extraordinaire.